Bonsoir à tous. Oh là, je suis pas habituée. Voilà, je suis ravie d'être là ce soir pour vous accueillir et puis pour modérer cette rencontre. Chose qui n'est pas mon métier, que je n'ai jamais faite, et je suis moi-même hyper heureuse d'accueillir tous ces intervenants. Je suis aussi impatiente que vous de les entendre, de les interroger, puis d'écouter leurs réponses. Je vais vous les présenter. Donc, Sophia Jupiter, qui est metteur en scène suédoise. Sophia qui a commencé, qui met en scène depuis plusieurs années, qui a travaillé dans les plus grands théâtres suédois, norvégiens et européens, dont les productions ont été présentées à l'Odéon et au Festival d'Avignon. Cette année, notamment, sa mise en scène de Solitaire de Noren était présentée au festival. Sophia, qui est metteur en scène d'opéra aussi, qui a réalisé des séries, en plus, donc multicarte. Voilà, qui a créé une compagnie, ce qui est assez original en Suède aussi, sur des modèles qui peuvent être français, avec Ulrika, qui est la compagnie Jupiter Josephson, qui met en scène, donc, enfin, qui coproduit des spectacles au niveau européen. Voilà, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses, qui a mis en scène 7 textes de Lars Noren, donc il pourra nous en parler plus précisément, qui a été associé au Volkstheater de Göteborg quand Noren était directeur, avec Ulrika Josephson, qui était artiste associée à ce théâtre. Elle aura l'occasion de nous en parler. Ensuite, donc, nos 2 interprètes, Sophie, Cessa et Achille, puis Magnus Flora. Donc là, nous avons la chance d'avoir Magnus, qui est en résidence à l'Institut suédois, qui est écrivain. 3 de ses romans ont été publiés en France. Il est écrivain, critique littéraire et dramaturge. Il a été, à différents moments dans le temps, responsable du département dramaturgie au Dramaten, au Théâtre Royal suédois, à la radio nationale suédoise. Et ce qu'il va y avoir de formidable, c'est que lui, il connaît Lars Noren depuis très longtemps, puisqu'il a vu sa mise en scène, son premier texte en 1973. On aura l'occasion d'en reparler. Et bien d'autres textes. Il a été dramaturge dans les années 80, au moment où Lars Noren commençait à être connu en Suède. Et il était à nouveau dramaturge au moment de Stilla Liv, la pièce que vous avez vue, et des mises en scène plus récentes de Noren. Voilà. Je vérifie que je n'oublie rien, parce que j'ai plein de choses à dire sur chacun, mais c'est pas moi qui voilà, ce soir on aura d'autres choses à entendre. Julie Duclos, qui nous rejoint aussi, donc qui est comédienne et metteur en scène française, qui, elle, est sortie du conservatoire plus récemment que nous tous, enfin, qui est dans le milieu, enfin, qui crée des mises en scène, qui joue depuis 2010, qui est sortie du conservatoire en 2010, et qui, en 2021, a mis en scène Kliniken de Lars Noren, qui va être présenté aux Gémeaux, et voilà, qui nous parlera le regard de cette nouvelle génération qui s'empare des textes de Noren, qui les partage. Donc, son avis sera aussi passionnant sur cette écriture. Voilà, qui d'ailleurs, pour faire la transition avec Jean-Louis, un de ses premiers spectacles était une adaptation de La Maman et la Putain, que Jean-Louis avait aussi mis en scène il y a plusieurs années. Donc Jean-Louis Martinelli, metteur en scène, voilà, qui a créé sa compagnie en 1977, qui a été directeur d'un théâtre, le Théâtre du Point du Jour à Lyon, puis du Théâtre National de Strasbourg, puis du Théâtre des Amandiers à Nanterre, qui a monté beaucoup de textes, qui fait la part belle aux auteurs contemporains aussi, qui a été aussi un des premiers, enfin, il y a longtemps, je sais pas si c'était le premier, mais a travaillé sur des adaptations de films, des adaptations de romans sur un plateau, justement, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, de Pasolini à Fassbinder, en auteur contemporain, de Laurent Godet à Aziz Chouaki, à Lars Noren. Jean-Louis pourra nous dire, c'est aussi grâce à Jean-Louis que Lars Noren est revenu, en tout cas sur les scènes françaises. Il avait déjà été un peu présent dans les années 80, mais à partir de 2000, et catégorie 3, la pièce montée par Jean-Louis Martinelli au Théâtre National de Strasbourg, voilà, Lars Noren a réexisté beaucoup en France. Il a été aussi celui qui l'a fait venir comme metteur en scène, puisqu'on le connaissait en tant qu'auteur. Donc voilà, pour Jean-Louis... et il l'a monté autant, c'est un des auteurs Lars Noren qu'il a le plus monté. Il a monté 4 textes de Lars Noren, et il nous en reparlera aussi. Voilà, pour faire un petit tour rapide de tout le monde. Alors je voulais commencer cette rencontre en interrogeant Magnus, justement, qui lui a un rapport, connaît très bien les mots, et de son métier, que ce soit en dramaturge ou même en tant qu'auteur. Donc parler de Lars Noren en Suède.
Lars Norén qui a été poète, comme le disait Marion, pendant plus de 20 ans, qui a basculé à la fin des années 70 dans l'écriture dramaturgique, dans l'écriture dramatique, avec un rêve qui a donné la pièce Le courage de tuer, et de voir comment dans ce pays où il y a quand même le poète Strindberg, le poète Bergman, à la fin des années 70, arrivait Lars Norén en tant que poète et puis après en tant que dramaturge, justement, quelle est sa place dans le monde littéraire et le monde théâtral en Suède. Får jag minnas tillbaka till en majdag 1980 då jag intervjuade Lars Norén om hans pjäs Orestes. Je me souviens d'une journée de mai 1980. J'interviewais alors Lars Norén avant la première de sa pièce Orest au Dramaten. Och då var Lars Norén 36 år gammal och han var en mycket framträdande viktig lyriker som nu skulle lämna poesin. Il était à peine âgé de 36 ans, un poète acclamé par la critique. Il allait quitter la poésie pour le théâtre. Et durant cette interview, Lars Norén me dit: Je me sens coupable chaque fois que j'écris une pièce de théâtre. J'ai tellement appris avec la poésie que je ne veux pas me débarrasser de ces connaissances. Le théâtre est un domaine totalement nouveau pour moi. Comme si je n'avais pas le droit d'arrêter d'écrire de la poésie. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des pièces de théâtre? J'ai commencé à brûler d'envie de voir des corps et des mots très proches les uns des autres, et dans un lieu précis. Et dans la poésie, c'est à moi que je donnais corps quand j'écrivais. Je voulais voir des rencontres avoir lieu. Je ne le pouvais pas dans la poésie. La poésie est une voix unique. Je n'avais pas la force de donner mon accent, mes intonations au message des autres. C'est pour cela que j'ai commencé à écrire pour le théâtre. Merci. Varsågod. Modet att döda gjordes som tv-pjäs 1988 och fick en väldig publik. Och sen kom det avgörande publikgenombrottet med teateruppsättningarna av Natten är dagens mor 1982 och Kaos i grannen med Gud 1983. Även de tv-sändare för en jättepublik. En 1988, de très nombreux Suédois regardèrent à la télévision publique la diffusion du Courage de tuer. La grande percée de Lars Norén au théâtre avait eu lieu dès 1982 avec La nuit est mère du jour et Le chaos est voisin de Dieu. Des pièces également vues par des millions de téléspectateurs. Ja, och sedan kom hela den väldiga, märkvärdiga utvecklingen av Lars Noréns dramatik som är välbekant. Vous connaissez la suite. Le théâtre de Norén se développa de manière extraordinaire et imprévisible. Trauman, sorger och kärlekslängtan hos en mondän men vilsen medelklass i pjäser som Underjordens leende och demoner och sviten av borgerliga kvartetter med pjäser som Höst och vinter. On vit d'abord se jouer sur scène dans des pièces comme Le sourire des mondes souterrains et Démons, les traumatismes, les deuils et la soif d'amour d'une classe moyenne mondaine mais désemparée. Puis vint la suite de quartets bourgeois dont Automne-hiver fait partie. Och sen kommer skiftet från neurotiska individer till en större senkapitalistisk värld med marginalisering och förlust av all säker subjektivitet i pjäser som Personkrets 1, 3-1 och Kliniken. Après cela, le théâtre de Norén changea de point de vue. Il quitta celui d'individus névrotiques pour adopter, à une échelle supérieure, celui d'un monde entré dans le capitalisme tardif, monde fait de marginalisation sociale et de la perte de toute subjectivité certaine. C'est le cas des pièces catégorie 3-1 et Crise, aussi connues sous le nom de Kliniken. Och därefter den slutliga fasen i Lars Noréns dramatik. Pjäser upplösta i kronologi och rum där tider och platser kläs av sina egenskaper så att människorna står nakna i sina försök att hävda sina liv. Vint enfin la phase ultime du théâtre de Norén, phase composée de pièces au temps et à l'espace indéfinis, dans lesquelles lieu et temporalité sont dépouillés de leurs attributs, tant et si bien que les personnages se retrouvent nus alors qu'ils essayent de préserver leur vie. Pjäser som är terminaler
Passager, väntrum och slutpunkter med roller bundna till samhällets tvingande realiteter och samtidigt hjälplöst bortträngda i pjäser som 33193 och Fragment. Des pièces qui sont autant de terminaux, des passages, des salles d'attente et des points finaux, avec des personnages à la fois enchaînés aux réalités tyranniques de la société et rejetés malgré tous leurs efforts pour faire partie de celle-ci, à l'image des pièces 3, 31, 93 et Fragment. Lars, que voulais-tu essayer de faire? Enfermer des gens dans un espace et de voir comment tout cela pourrait bien finir? Oui, et ne pas les laisser sortir autrement que par eux-mêmes ou à travers les autres. Il y a d'abord eu le courage de tuer. C'était un vieux rêve devenu pièce de théâtre. Un rêve rêvé du début à la fin. Plus tard seulement, j'ai pu voir ce qui se passait à la fin. Pas avant. Pouvoir faire cela en tant qu'auteur dramatique, c'est une position privilégiée. Oui, en effet. Mais d'une certaine manière, ce privilège disparaît dès le début de la pièce. C'est-à-dire que les personnages prennent le relais et avancent tout seuls. C'est pour ça que je dois souvent recommencer et écrire une pièce totalement différente pour pouvoir écrire ce que moi je veux écrire. Kanske Lars Noréns långa bana som dramatiker kan verka som en utveckling i olika stadier åtskilda från varandra. À première vue, on pourrait dire de la carrière de Lars Norén en tant qu'auteur dramatique qu'elle dénote un progrès en plusieurs stades distincts. Men snarare bildar hans pjäser en virvel där olika cykler och pjäser från olika tider möter och motsäger varandra. À y regarder de plus près, tous ces cycles de pièces forment une spirale à l'intérieur de laquelle des pièces de périodes différentes se rencontrent et se contredisent. Skrivandet sätter inte punkt, tar aldrig paus, det är en drog som förgiftar och botar i samma stund och som fortsätter utan slut. Son écriture ne met pas de point final. Elle ne fait jamais de pause. C'est une drogue qui empoisonne et guérit à la fois. Une drogue qui ne cesse de faire effet. Lars Noréns författarskap är på en gång metamorfoser, brott och kontinuitet. Poesin och prosan ska inte skiljas från dramatiken. Allt det skrivna bildar ett helt i rörelse. L'œuvre de Lars Norén est tout à la fois faite de métamorphose, de rupture et de continuité. Il ne faut pas faire de distinction entre sa poésie et sa prose d'un côté et son théâtre de l'autre. Tout ce qu'il a écrit forme un tout en mouvement. Och i detta hela ingår också Lars Noréns verk som teaterchef och regissör. En fait aussi partie son travail de metteur en scène et administrateur de théâtre. Lars, une fois qu'il était devenu essentiel de faire entrer ta voix poétique dans un espace où se trouvaient différents corps et différentes voix, à quoi rassembla le moment de l'écriture? J'y pense tous les jours quand j'écris. Il s'agit d'une caresse, de rencontrer quelqu'un dans l'obscurité. Cela déclenche des choses très fortes en moi. Quand je vois la scène elle-même, cette scène qui n'existe pas encore. C'est un sentiment archaïque, comme un rite, de fouetter quelque chose de mort. Merci Lars. Varsågod. Merci. Donc justement, merci Magnus pour comprendre cette écriture de Norén. Ce qu'on a dit, et grâce à Magnus, on l'a entendu beaucoup plus précisément, c'est qu'il a été poète pendant 20 ans. À partir du moment où il a été connu d'abord avec Le courage de tuer, la pièce dont on a parlé, où il a fait un cauchemar, un rêve, qui est devenu une pièce, puisque le langage poétique ne suffisait pas, il a basculé dans le langage de théâtre. Il a commencé avec les 2 pièces dont a parlé Magnus, juste pour refaire un cadre plus précis. La nuit est mère du jour et Le chaos est voisin de Dieu. Ce sont ces pièces dites d'autel, ces pièces autobiographiques qui lui ont permis d'être connues, enfin qui l'ont fait connaître au grand public. Avec au reste, avec les drames bourgeois, les quatuors dont tu as parlé, des couples qui se déchirent, des familles avec les enfants de névrosés. C'est toute cette première période. On peut dire que c'est une première période dans l'écriture de Lars. La deuxième période, un théâtre plus sociétal,
un théâtre où il est allé dans les lieux, dans les endroits, voir des gens qui n'avaient plus la parole dans la société, dans la rue, avec catégorie 3.1, comme tu as parlé, dans l'asile psychiatrique, avec Clinique 1, dont on reparlera, etc. Donc là, c'était une période où il était beaucoup plus dans les prisons aussi. Il a travaillé avec des prisonniers, il a écrit sur des jeunes néo-nazis la pièce Froid, etc. Il y a plusieurs pièces qui appartiennent à cette période, pour ensuite basculer dans la dernière période qu'a évoqué Magnus, qui est un théâtre plus existentialiste, entre guillemets. Le ton, en tout cas, l'est plus. C'est plus un théâtre sur le temps linéaire ou pas, sur les débuts, les fins, la mort. Voilà, donc on a ces 3 grandes parties que tu as détaillées, et à la fin de sa vie, il écrivait également, il a publié son journal, il a écrit 3 romans philosophiques, il y a eu un recueil de poésie également qui a eu un prix récemment en Suède, donc son écriture est vraiment très protéiforme. Mais c'est la même chose quand tu as expliqué. Moi, ce que j'aimerais demander maintenant à Sophia, qui elle a donc comment ça se passe quand on est étudiant, quand on a décidé de devenir metteur en scène, quand on est à l'école et qu'il y a cette présence de Noren, puisque toi, quand tu étais à l'école, il était déjà reconnu comme personne de théâtre, auteur, même metteur en scène. Est-ce que ça influence? Est-ce que tu l'étudies à l'école? Est-ce que toi, tu as eu envie de monter Noren? Voilà, ton parcours par rapport à cette présence-là. Waouh, j'ai perdu mes... Det spännande när man nu ser tillbaka är ju att när jag började min generation, om man var i min generation och började jobba med teater, så var Lars Norén liksom nollpunkten. Han var det som vi ville bort ifrån, som man skulle revoltera emot, de här borgerliga pjäserna där alla skulle göra upp med varandra och en var full och någon var hög och någon var sur och sådär. Det var liksom det var det som var den etablerade teatern, och det som vi, eller i alla fall de runt mig, där jag rörde mig, där man skulle väck ifrån. Så att jag hade inget som helst intresse av Lars Norén i begynnelsen överhuvudtaget. C'est intéressant de considérer la question avec du recul, parce que ma génération, les personnes de ma génération qui faisaient du théâtre, pour nous, Lars Norén, c'était vraiment un point de départ. C'était c'était de lui qu'on voulait s'éloigner. De son théâtre. On avait surtout des envies de révolte, de rejet, et à l'époque, je n'étais pas du tout intéressée par l'idée de faire du théâtre, de mettre en scène les pièces de Lars Norén. Quand on pense par exemple à son quartet bourgeois, toutes ces pièces qui sont profondément vieillottes et ce théâtre bourgeois, c'est pas un théâtre avec lequel j'avais envie de travailler. Så att jag för min personliga del var ju mycket mer intresserad av Jon Fosse, som började skriva dramatik då, som skrev dramatik på ett liksom motsatt sätt, som inte använde så många ord, utan det så som vi kände Lars då, det var ju bara ord, och folk pratade och skrek och pratade och bråkade. Och så kom Jon Fosse och skrev dramatik på ett helt nytt sätt, och det blev man ju intresserad av då. J'étais beaucoup plus intéressée, par exemple, par Jon Fosse, donc qui est dans sa manière de faire du théâtre à l'opposé radical de Lars Norén, puisque Jon Fosse utilise très peu de mots, au contraire de Norén, qui lui est extrêmement verbal dans son théâtre. Alors, juste pour tout le monde, ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'est de savoir que Jon Fosse s'est mis à écrire du théâtre parce qu'il avait traduit Norén et qu'il trouvait ça super intéressant. Donc, Ja, det var ju precis där det också hände, att de började översätta varandra. C'est effectivement ce qui sont passés, qui se sont traduits l'un l'autre. Et alors, oui, et du coup, dans ce que tu dis et sur lequel on peut rebondir, c'est que autant ces pièces de la première période ne t'intéressaient pas, sauf que tu as monté quand même au final 7 textes de Lars Norén, puisqu'il t'a demandé d'être associé à son théâtre, et que à chaque fois, 6 fois sur 7 en tout cas, c'était des créations, c'était des pièces plutôt de cette dernière période, des pièces dont Magnus a parlé, Fragment, celle 3, 31, 93, tu l'as créée aussi. Donc c'est plutôt ce théâtre où les mots ne sont plus là de la même manière. C'est un théâtre où il allait vers l'essentiel. Dans son écriture, il est devenu moins
verbieux, comme toi tu disais, en tout cas avec moins des grandes tirades, des grands monologues et beaucoup de mots. Puisque catégorie 3.1, par exemple, la pièce dont on a parlé, que Jean-Louis a montée, il pourra en parler, était une pièce qui durait plus de 8 heures. Donc, et dans Terminal, les premières pièces sur lesquelles tu as travaillé aussi, il y avait des pièces qui faisaient 20 minutes. Alors, Noren disait aussi souvent que ses poèmes, au départ, ils étaient hyper longs aussi. Il avait des très très longs poèmes. Et à la fin, ils étaient très courts, ils ont fini par disparaître. Il les comparait au statut, justement, ce dont on parle dans le texte, au statut de Giacometti qui tenait dans des boîtes d'allumettes. Donc il s'est dit, ça se trouve, mes pièces, quand il est arrivé à des pièces de 20 minutes, vont faire pareil. Elles vont, elles aussi, disparaître. Mais non. Et Sophia, justement, peut parler de ces dernières pièces-là sur lesquelles tu as travaillé, notamment Solitaire, qui était une des dernières pièces qu'il a écrites. Nej, men förutom temat som vi pratar om att det är mer existentiellt, det är det uppbrutna, det är det människor söker och söker var är vi, varför är vi här, på lika mycket som man söker vem är du, så söker man ju vem är jag i de pjäserna på något sätt. Det tycker jag ju är helt fantastiskt att man kan sätta ord på den existensen, eller på de existentiella sakerna och sätta ord på dem på ett sätt som alla människor känner igen. Och att det klingar i var man, oavsett vem man är, vad man bär på och så vidare. Det är ju på riktigt stort. Oui, à part ce thème, le thème de ces dernières pièces est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, existentiel, intemporel. Ça touche des questions très générales. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qui suis-je? Qui es-tu? Pourquoi? Et ce qui est absolument formidable, et ce que j'admire dans le théâtre, dans le travail de Noren, c'est d'être capable de poser des mots sur ces questions existentielles d'une façon à laquelle, d'une manière à ce que chacun puisse s'y référer, à ce que chacun puisse comprendre. C'est vraiment du grand art. Merci. On va justement basculer en France pour voir, là c'est très bien, on reviendra sur chacun des intervenants, là c'est pour essayer de faire un chemin à travers l'œuvre de Lars. Donc du coup, j'aimerais bien poser la question à Jean-Louis maintenant, puisque Noren a été connue dans les années 80. Je crois que la première pièce qui a été présentée au Petit Odéon, Le courage de tuer, c'était dans les années 80, donc presque au moment où lui l'a écrite. Et puis après, voilà, c'est donc sa première période, les drames bourgeois. Il y a Démon qui a été monté, Lavelli avait monté La Veillée, et puis après, voilà, on a peu entendu parler de Noren. À la fin du siècle dernier, maintenant on peut dire ça, en 2000, Jean-Louis Martinelli au Théâtre National de Strasbourg donc a rencontré cette écriture, a rencontré cet homme-là. Peut-être tu peux nous dire ce qui t'a intéressé et comment justement tu as croisé la route. Je sais pas si tu avais vu ces pièces à l'Odéon ou ailleurs. Non, j'avais lu ces pièces. La première pièce, effectivement, t'avais pas encore traduit, donc ça s'appelait La force de tuer. Maintenant, c'est Le courage de tuer, puisque tu as refait la traduction. Donc, et c'était une pièce, il y avait un homme très important pour le théâtre contemporain à Paris dans ces années-là, qui s'appelait Lucien Hatoun, qui dirigeait Théâtre Ouvert. Et Lucien Hatoun faisait la programmation pour Giorgio Strehler au Petit Odéon. Et il me souvient qu'il m'avait dit, j'ai dû imposer à Strehler de monter cette pièce parce que Strehler ne l'aimait pas du tout. Et pourquoi peut-être, et là on peut revenir pourquoi Strehler ne l'aimait pas du tout, c'est-à-dire que notamment dans un certain nombre, dans deux de ces pièces par exemple, dont Embrasser les ombres fait référence à O'Neill, c'est une espèce de métastase de la pièce de O'Neill, de Mon voyage vers la nuit, et C'est si simple l'amour, c'est une suite de Qui a peur de Virginia Woolf. Et pour des gens comme Strehler, Jean Vilar, c'était pareil, le théâtre américain était très mal vu. Hein, et je pense que peut-être que ça renvoie à ce que me semble-t-il, ce que vous disiez tout à l'heure, quand il a abordé le théâtre, disant je ne savais pas, peut-être qu'il a fait des gammes comme ça sur le théâtre américain, je ne sais pas. Toujours est-il que bon, c'est sa première entrée dans le théâtre français, c'était pas si joyeux que ça, je pense, La force de tuer. Moi, je l'ai rencontré, mais pas presque par hasard, à Stockholm, sur les conseils d'un monsieur qui s'appelle Stefan Riden, je crois, si ma mémoire est bonne, qui était
qui travaillait au Dramaten. Puisqu'on présentait une pièce d'Heiner Müller, Germania 3, Germania 3, ouais, voilà, au Dramaten, qui est une pièce aussi sur l'histoire allemande, une pièce qui procède par fragments. Et Stéphane me dit, tu devrais rencontrer Lars, parce que il vient d'écrire catégorie 3.1, et je pense que tu as quelque chose à faire avec cette pièce. Et j'ai rencontré à un moment donné où c'était assez difficile, c'était au moment où il y a eu ces incidents, cette pièce qu'il avait écrite et où bon, je vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez mieux que moi. Donc, et je sais qu'à ce moment-là, je suis rentré avec le texte original, j'ai fait traduire une dizaine de pages, alors que la pièce, elle en fait 250, et après avoir lu 10-15 pages, j'ai dit aux acteurs de la troupe, au TNS, on va monter ça. On dit, il est complètement secoué, t'as lu que 10-15 pages, mais je sais pas, et c'est vrai que cette dimension, et après il y a eu Kliniken, ces deux pièces-là, c'est-à-dire que où Lars dit qu'il s'intéresse d'abord au lieu. Bon, avec catégorie 3.1, c'est un lieu ouvert, c'est la place publique, où il y passait un certain temps et ensuite il recompose sous forme de fragments. Il n'y a plus vraiment on est sorti de la dramaturgie où il y a vraiment une narration continue, c'est des fragments, c'est des prises de parole, c'est des détails qui est le titre d'ailleurs d'une de ces pièces, ce qui, moi, m'intéressait, là, du coup, dans la mise en scène, c'est d'une part de travailler sur ces êtres fracassés, puisqu'il est sorti de la première période où il y a un psychanalyste français qui appelle les gens, comme nous, j'allais dire, mais je suis pas tout à fait sûr pour moi, qui les appelle des normopathes. Il travaillait sur la névrose familiale. Là, il en est sorti, c'est des êtres plus fracassés, qui sont fracassés par la social-démocratie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je retrouvais une façon de réconcilier esthétique et éthique dans cette approche-là. Mais je vais m'arrêter parce qu'après, j'y arriverai plus. Mais juste, j'ai relu il y a la semaine dernière, et je pense que c'est intéressant, c'est le journal d'un auteur. Alors, j'étais frappé parce que je n'avais pas lu, il parle des répétitions notamment, et qu'il faisait à Nanterre à ce moment-là. C'est un extrait, pardon, je précise juste pour le public. En fait, il a publié son journal d'un dramaturge. Le premier tome fait 1600 pages et les éditions de l'Arche n'ont traduit que la 3e partie. Il y a 4 parties du premier tome, en tout il y a 5 tomes. Parce que c'était les répétitions de guerre, puisque Jean-Louis, quand il était directeur du Théâtre des Amandiers, a invité Noren en tant que metteur en scène avec un de ses propres textes. Et donc Noren, dans son journal, raconte ce moment-là. Et ce qui me frappe, c'est cette façon de noter, parce que je trouve que c'est un théâtre qui procède aussi par accumulation, comme ça, l'air de rien. Pour paraphraser Thomas Bernhard, on pourrait dire que c'est simplement compliqué, le théâtre de l'Ars. Et dans ce journal, je suis frappé, il note absolument tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il voit, et ça va de la réflexion sur quelqu'un qui voit dans la rue, de lui qui va s'acheter des fringues pour se récompenser, dit-il, parce que ça c'était un rituel habituel quand il venait à Paris d'aller acheter des vêtements. Et je pense que ce souci du détail et cet art du détail, quand on le met en scène, c'est pour moi, il y a 2 choses très importantes. C'est comment organiser cette polyphonie tout en préservant l'art du détail pour chacun. Bon, voilà, j'arrête. Non, mais c'est... Et donc, du coup, pour juste prolonger avant de te poser une question à toi, Julie, Jean-Louis, les 2 auteurs que tu as le plus montés, ce sont Racine et Noren, en fait. Donc, est-ce que c'est pareil, monter du Racine, monter du Noren? Est-ce que c'est pareil? On pourrait dire que les 2 ont un champ sémantique assez réduit au bout du compte, puisque Racine n'a pas un vocabulaire très très tendu, c'est le même champ de vocabulaire. Donc déjà, c'est un premier truc. Non, mais quand on est metteur en scène, me semble-t-il, c'est de s'intéresser aux situations qui sont décrites, à ce qui est écrit, à ne pas projeter. Les quelques fois où je suis gêné de parler devant des gens qui connaissent l'art beaucoup mieux que moi, mais chaque fois j'entendais dire aux acteurs juste les mots, la guerre au sentimentalisme. Ça, je l'ai fait de la même façon sur Racine, où moi je suis très agacé quand je vois des pièces de Racine où les actrices pleurent dès qu'elles rentrent en scène. C'est absolument insupportable. Oui, il peut y avoir un parallèle, mais
Non, c'est d'être dans le concret, si tu parles de l'art de l'acteur, d'être traversé par une chose essentielle. Pourquoi je parle à ce moment-là? Qu'est-ce que je dis? À qui je parle? Mais c'est des questions basiques que tout metteur en scène se pose peut-être un peu tout le temps. Merci. Et donc, alors, Jean-Louis, toi, il y avait Kliniken, il y avait catégorie 3.1. Voilà. Julie, toi, en 2021, donc, Kliniken, toi, c'était quelle année, Jean-Louis? 2008, je crois. Donc, du coup, c'est plusieurs années. Parce que Tu t'empares, voilà. Ouais, c'est 2008, je crois. Tu t'empares de ce texte-là. Comment toi, tu es arrivé à Noren en étant justement d'une promotion pas longtemps, sortie du conservatoire depuis pas si longtemps. Je crois qu'il y a aussi un rapport à Lupa, qui est dans le travail t'intéresse. Lupa qui s'était emparé de catégorie 3.1, donc un metteur en scène polonais, c'est ça, que je dise pas de bêtises, qui lui a monté catégorie 3.1, qu'avait monté Jean-Louis ou Noren. Noren, je crois que c'était 6 heures au final, Jean-Louis c'était 8 heures parce qu'il y avait les entractes. Lupa a monté ça en 1h30 ou 2 heures, qu'il avait présenté à la Colline avec des jeunes comédiens, en ayant beaucoup coupé. Peut-être tu en parleras mieux que moi, justement, ce rapport à l'écriture et comment toi, après, tu as basculé pour justement saisir cette pièce qui fait plutôt partie de la deuxième période de l'écriture de Noren, où il allait dans les lieux. Alors, voilà, je te laisse en parler. Oui, le chemin vers Noren, ça a commencé avec ta mise en scène, Jean-Louis de Kliniken. C'est comme ça que j'ai découvert, en fait. Oui, il y avait ma belle-mère aussi, qui jouait dedans. donc ça veut dire que j'ai découvert Kliniken par ton spectacle, donc pas par le texte à proprement. C'est pas pareil quand même quand on se plonge dans le texte, c'est quand même assez vertigineux. Donc j'avais un repère comme ça. Et puis je l'avais travaillé avec des élèves aussi. Ça veut dire à l'état de fragment, mais ça veut dire que c'est d'abord passé par, on pourrait dire bêtement, le plaisir de travailler avec les acteurs. Cette matière-là qui est formidable pour des acteurs. Kliniken, c'est quand même, il y a tout un tas de personnages, donc de manières d'être, des paysages très forts, extrêmes, donc ça propose des fantaisies fortes aussi. Et en même temps un travail très, on pourrait dire, réaliste ou documentaire. En fait, c'est comme si c'était à la conjonction de plein de choses, son écriture. Et on se rend compte, évidemment, plus on le travaille, plus on se rend compte qu'il y a évidemment une dimension quand même, documentaire, au sens où on a l'impression d'avoir l'enregistrement, comme s'il avait pris un dictaphone et qu'il était allé dans un hôpital psychiatrique. Je m'en suis rendu compte aussi pour avoir fait une immersion en hôpital psychiatrique avant de commencer le travail, et c'était étrange parce que j'étais dans le réel, mais j'avais l'impression d'être dans la pièce de Noren. Vous voyez, ça devrait être dans l'autre sens, mais là c'est ça qui se produisait. Donc il y a quelque chose de, bien sûr, ça propose un travail de vérité, une chose de réalité. Et en même temps, c'est vrai que vous parliez du verbiage, en même temps, c'est aussi des structures de langage, quoi. C'est de la langue tout le temps. Et donc, en ce sens, c'est pas non plus vraiment réaliste. C'est-à-dire, il y a tout un tas d'éléments réalistes dont on se rendait compte que quelque part, ils s'en fichent. Et c'est très bien, parce qu'il y a quelque chose de plus libre que d'être enchaîné aussi à c'est pas juste la petite histoire. Et c'est peut-être ça qui donne aussi une dimension à l'œuvre plus métaphysique aussi. Je sais pas, c'est une affaire de présent, de temps réel. Je parle de Kliniken, de l'expérience avec Kliniken, et effectivement de comment des structures de pensée s'énoncent. Et comme c'est des gens très différents et qu'à la base ils avaient rien à faire ensemble, c'est presque le pur plaisir, parce que je trouve la pièce très drôle, de mettre ces gens-là ensemble pour voir qu'est-ce que ça produit, quoi. Y compris à l'endroit de parole et des rapports et des situations, comme tu disais. Et effectivement, ça m'a frappé dans le travail ce que tu disais sur à la fois la choralité, le grand tout, et en même temps les détails. C'est vraiment une pièce qui propose de rencontrer la musicalité, c'est-à-dire la musique commune, quoi, ce qui fait et en même temps un travail très précis avec les acteurs parce que c'est des singularités et tout le plaisir est là aussi, quoi. Et l'humour aussi, moi, c'est ce qui m'avait frappé aussi dans ton travail quand je l'avais découvert. Et là, donc, c'est important aussi, je trouve. Moi, ça me fait beaucoup rire. tout ce que ces êtres disent sans apprendre la mesure de ce qu'ils disent. Je trouve ça... Et ça, c'est formidable dans ce que tu dis, parce que je pense que ce qu'il y a aussi de chouette ce soir et d'intéressant, c'est que chacun a plus ou moins une couleur de période de Lars Noren, puisque Sophia est plutôt vers la fin. Jean-Louis avait travaillé sur Calme, qui était aussi la première période. Toi, tu es sur deux périodes.
toi tu es plus sur Kliniken au milieu, et il y a toujours cet humour. Même dans Solitaire, la pièce qui a été présentée à Avignon, qui va être publiée là à l'Arche, il y a 10 personnes enfermées dans un rectangle de lumière qui sont au sol, qui parlent ensemble, qui se retrouvent là et qui ne peuvent pas s'échapper. On comprend assez vite qu'en fait elles sont mortes et elles ne le savent pas encore, mais on rit quand même. Quand on est en hôpital psychiatrique, on rit. Quand on est dans la rue avec catégorie 3-1, on rit. Il y a ce mélange dans l'écriture, peut-être vous pouvez en parler, d'humour, de tendresse et de violence, qui est aussi un mélange très humain. Je ne sais pas qui souhaiterait intervenir sur ça, justement sur l'écriture même. Dans ce qu'il disait, pour en rajouter, après je te laisserai parler Sophia, et qui était bien, oui, il était dans la rue, oui, il a été en HP, mais à chaque fois, ce que disait Noren quand il écrivait, il monte d'un cran quand même ce qu'il a entendu. C'est-à-dire, il y a du réalisme, de la réalité, mais il y a aussi un cran au-dessus, et dans la construction et dans le langage de chacun, soit dans Catégorie, soit dans Solitaire, soit dans Kliniken. Allô? Yes. Just a small, en liten anekdot om precis det som du säger om skådespelarna. Hur texten bara vecklar ut sig för skådespelarna. Jag fick äran att göra uruppförandet av 33193 i Stockholm. Juste une anecdote par rapport à ce que tu disais, Julie, sur les acteurs. Cette manière dont le texte naît finalement des acteurs et du jeu des acteurs. Ja, och då skulle vi ha en läsning. Det är 25 skådespelare, 25 roller som är namngivna med bara bokstäver. N, P, Q, A och så vidare. Donc c'est dans 331... 25. Jaha, 33193. Donc dans la pièce 331 1993, où on se trouve avec 25 acteurs sur scène qui ont tous comme nom des lettres N, P, Q, A. Det står ingenting om kön, ålder, occupation, ingenting i texten. On ne sait rien de leur genre, on ne sait rien de leur profession, on ne sait rien de leur âge. Och så var det första läsningen, det var superhemligt. Ingen fick se manuset innan, det var första versionen. Det var numrerade manus på borden. Jag hade suttit hemma och försökt lista ut vem som är kvinna och vem som är man och vem som är ung. Donc, lors de la première version était secrète. On avait sur le manuscrit très peu d'informations. Moi, j'étais chez moi à essayer de me demander quel acteur allait jouer quel rôle. Parce que, så satt vi 25 personer och de läser Avista, alltså så öppnar. Och så säger jag bara så, Magnus, du läser A, Julie, du läser B, varsågoda. Och det bara blir. Det blir människor. Efter 3-4 repliker ner på en sida så är det en person. Et on se retrouve donc avec ces 25 acteurs. Et donc... Som har skrivit den? Eller nej, det var jag. Ja. Oui, donc on se retrouve avec ces 25 acteurs sur scène. Moi, j'arrive et je leur dis, voilà, Magnus, tu vas jouer le personnage A, toi, Julie, tu feras le personnage B. Et on voit ces personnages naître au bout de 3-4 répliques. On les voit exister sur scène. Och alla känner dem. Alla vet, det är min granne, eller det är min mamma, eller jag känner det precis. Och det fortsatte så under hela den eftermiddagen. Det är helt makalöst hur orden blir till kött, som det står bibliskt. Men det står det i Johannes evangeliet. När ordet blir till kött framför ögonen på en. Helt magiskt. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces personnages se reconnaissent les uns les autres. Ah, mais c'est mon voisin. Ah, mais c'est ma mère. Enfin, et on voit à quel point, de manière presque magique, les mots sont incarnés, les mots deviennent chairs. Alors là, en anecdote, moi je peux aussi intervenir sur ça. Sur Poussière, c'était pareil. Donc là, c'est avec Johan où on traduit. Pour nous, c'est un cauchemar en français parce qu'en français, dès qu'on traduit, il faut savoir si c'est un homme ou une femme pour accorder les adjectifs. Et c'est très compliqué de savoir. Alors j'imagine sur la pièce, quand il a écrit, parce que des fois, en plus, il tapait tous ses textes à la machine. Donc on avait les papiers direct, les feuilles, et puis il a pu taper B au lieu de A. Et d'un coup, pour nous, ça devenait un parcours assez incroyable.
Mais ce qu'il y a de certain, même si le personnage A, qui est au milieu de 25 personnages, il dit oui à un moment, Noren, il sait exactement pourquoi il dit oui. Et ça, je peux vous le dire parce que sur Poussière, on a dû couper parce qu'à la Comédie Française, on ne peut pas, voilà, il y a un timing, donc il fallait éliminer des parties, la pièce était trop longue. Ben, j'étais à côté de lui, il le faisait en live, il tournait, il barrait des pages, et puis là, il me dit, le nom, tu le gardes. Là, 3 pages plus loin, il fait, là, il y a 2 phrases, faut les garder. Et là, c'était incroyable, parce qu'il avait raison, il savait exactement comment tout était tissé dans catégorie. Je crois que Jean-Louis, c'était pareil, les comédiens, quand ils lisaient au départ, ils font, oh, je sais pas si vous achetez la pièce catégorie à lire, c'est super dur. Dès que les comédiens parlent, dès qu'on le fait lire par les gens, ça existe. Donc, et par touche, comme tu disais aussi, et par, il y a une force d'écriture impressionniste presque, où ils nous sont tous familiers à la fin. Ce sont des fresques dans Poussière, dans ta pièce aussi 3, 31, 93, dans Clinical. Au bout d'un moment, on les connaît. Au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir un miroir. On reconnaît à peu près tout le monde, un voisin, une maman, ma grand-mère qui avait ça. Et c'était la force de cette écriture-là, quelle que soit la période. C'est toujours la même écriture. Il y a toujours le même humour, il y a toujours la même structure, même si peu à peu ça allait de plus en plus vers des moments où les personnages n'avaient plus de nom, il n'y avait plus de scène, il n'y avait plus d'histoire, mais c'était là. Voilà. Voilà. Non. Alors, ce que j'aimerais, parce qu'il y a Magnus qui est là, ce qu'il y a d'assez détonnant, même pour nous, quand on écoute Julie, quand Jean-Louis a monté Cliniken, déjà en France, moi je me souviens de Noren qui disait « C'est dingue, ça m'a fait super bizarre quand je suis devenue un classique ». Parce qu'il disait, j'écris mes pièces, elles sont montées, comme Sophia là, mais ces anciennes pièces étaient montées par les nouvelles générations. Donc il est devenu un classique quand d'un coup les jeunes s'en emparent à nouveau. Ce qui a été le cas même nous là, dans un cercle en France. Magnus, quand tu as vu la première pièce de Noren écrite, Le lécheur de souverain, qui n'est pas traduit en français, en 73, ça a été un méga échec public. En 80, c'est monté à nouveau, c'est un succès à scandale. Quand les jeunes générations se réemparent de ces pièces, la couleur est différente. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'en parler? Même toi, tu disais, ah non, les pièces vieillottes de ces drames bourgeois, ça a été remonté assez récemment. Ces drames bourgeois sont remontés en Suède. Donc, comment justement on arrive à dépoussiérer ou à refaire entendre des choses qui ont été écrites dans les années 80, dans les années 70? La force de l'écriture est-elle toujours là? Je ne sais pas qui souhaite intervenir. Magnus? Yes. Jag såg Försteslickaren 1973. Det var en stor skandal och det var en enhälligt negativ kritik som hamnade på tidningarnas köpsedlar. J'ai vu donc la première mise en scène du Lécheur de Prince en 1973 et ça crée un scandale énorme, mais c'est aussi un échec critique. Les unes de journaux ont assassiné Lars Noren, on peut dire. C'était une commande du Dramaten, je crois. Hein? Oui. En amerikansk regissör och koreograf, Donja Foyer, satt upp. Det var en väldigt stor ensemble, stor rollista, med de främsta Dramaten-skådespelarna. Donc c'était la metteuse en scène et chorégraphe américaine Donja Foyer qui a mis en scène avec un très grand ensemble, beaucoup de comédiens sur scène. Och publiken som 1973 var relativt kysk och moralisk fick se någonting som de inte hade väntat sig. Et le public en 1973 était très innocent. Donc il a été bousculé dans ses conventions. Pornografi var ett ord som ofta användes i kritiken och det var nog blandningen av skönhet och våld som stötte starkt. Peut-être on peut un peu, parler de la pièce. Dans les journaux, justement, La pièce est située på Gesualdos tid. Det är en furste som har ett våldsamt förhållande till en ung tonsättare som han utsätter för sexuella övergrepp. Alors en fait, la pièce, c'est une pièce historique qui se passe dans l'Italie de la Renaissance. Et un prince italien donc agresse sexuellement un jeune compositeur de sa cour. Lars Norén har inte skrivit någon liknande pjäs. Den vägen stängde han. C'est la seule et unique fois que Lars Norén écrira une pièce de ce type. Och går man tillbaka till pjäsen så är det inte egentligen
historia och tid som den präglas av, utan det hallucinatoriska, drömska, monologer som driver iväg i egendomliga världar. Mais le contexte historique n'est pas du tout important dans cette pièce. Ce sont plutôt des scènes oniriques avec beaucoup de touches irréelles. Sofia. Nej, men för har den satts upp igen? Christian Tomner gjorde den upp på Uppsala stadsteater. Just det. För den, till skillnad från de borgerliga pjäserna som börjar bli klassiker och Modet att döda och alla dem, så har ju Fursteslickan lite svårt att bli klassiker. Parce que donc Sophia demandait si cette pièce avait été remise en scène, parce qu'à la différence des pièces bourgeoises qui elles sont effectivement devenues des classiques, cette pièce-là a du mal à devenir un classique. Men Lars Norén var 29 år gammal då, och troligen så försenade det hans intresse för teatern. Lars Norén avait déjà 29 ans, donc peut-être qu'il a eu du mal un petit peu à entrer au théâtre. Il est venu sur le tard. Ouais. Et c'est plus tard, justement, avec les pièces autobiographiques, qu'il est revenu, où il s'est débarrassé justement de tout ce côté historique ou de vouloir faire beaucoup, où il est allé vers l'essentiel, ce qu'il fera au fur et à mesure de sa vie. J'ai oublié, parce que j'écoute avec passion ce que vous racontez, on va vous montrer un peu peut-être pour concrétiser l'écriture de Norén, un extrait de Kliniken mise en scène par Julie, et un extrait de Calme, mise en scène par Jean-Louis Martinelli. Calme est une des pièces d'Hôtel, une des premières pièces que tu avais montées en 2013. Une des pièces où justement, alors pour Kliniken, je pense que le contexte a été dressé, on est dans un hôpital psychiatrique, on va avoir un extrait où justement il y a beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de personnages. Et sur Calme, il est parti de son noyau familial, ses parents tenaient un hôtel, son père était alcoolique, sa mère est morte d'un cancer et il avait un frère. On a ces 4 personnages-là et de cette situation-là sont nées 3 pièces, La nuit est mère du jour, Le chaos est voisin de Dieu et Calme. Donc on verra un extrait. D'ailleurs, c'est quand, je sais pas, je crois qu'on était ensemble d'ailleurs pour faire une interview de Lars pour France Culture, où justement à propos de la pièce Embrasser les ombres, le démarquage de la pièce de O'Neill, j'ai dit bon, mais est-ce que tu as d'autres pièces autobiographiques, parce que pourquoi tu devrais travailler sur la biographie de O'Neill et toi alors qu'est-ce qu'il a souris, et 2 ans après, effectivement, il nous avait envoyé Calme en disant tiens, c'est une réponse à la question que tu nous as posée il y a 2 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on a monté Calme. Et juste pour l'histoire aussi, en fait, il a écrit La nuit est mère du jour, le personnage central, est plutôt la mère. Le chaos est voisin de Dieu, le personnage central est plutôt le père. Il a écrit ces 2 pièces et 5 ans après, je crois, il est allé à Copenhague ou à Oslo, je me souviens plus, parce que ces 2 pièces étaient montées par quelqu'un d'autre. Donc il est allé les voir et quand il les a vues, il s'est dit j'ai pas tout écrit encore sur cette période-là, et Calme est arrivé. Il y a encore des choses à dire, encore un nouveau point de vue avec les mêmes personnages et sur d'autres des déplacements de point de vue en fait. Toujours sur le même sujet, il tournait autour justement de ce noyau-là. Et il disait aussi avec sa dernière période qu'il est revenu au chaos et voisin de Dieu, il est revenu à cette essence-là, à ces thèmes-là. Voilà, on va peut-être regarder. Je ne sais pas ce qu'il a. Il dit qu'on est ridicule. Non, on est ridicule, il n'y a pas de quoi rire. Tout est à l'envers. Je crois que je me suis endormi, pourquoi il m'avait pas réveillé? Ça va ma chérie? On dort très profondément l'après-midi, pardon. On a eu des clients? Bien sûr. Il va les compter. Pourquoi tu dis ça? Oh, mais il n'est pas tard. Comme si cet hôtel était complètement isolé en pleine mer déserte. C'est comme si cette maison s'observait elle-même. Cet endroit pourrait encore devenir un putain d'hôtel si ce n'était pas toi qui le gérais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lèche le sol avec ma langue, que je lèche mes chaussures? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, t'es pas gitan quand même. Espèce de sale nègre. Je dis juste la vérité. C'est pas vrai, maman? Laisse maman tranquille.
vous m'aviez aidé au lieu de... Et toi, bientôt brûler tous les vaisseaux, franchis le Rubicon. N'aie pas peur de brûler mes vaisseaux ou de franchir le Rubicon. C'est même pas où ça se trouve. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais trop peur de mettre feu à tes vaisseaux ou que tu te noies si tu étais obligé de franchir le Rubicon. Tu vois ce que je veux dire? Ah, pas du tout. Si je parais deux menteurs incapables. On m'a jamais vu mentir. Non, jamais. Fantomatique. Et toi, tu ne dis rien. Tu n'es quand même pas malade au point de ne pas pouvoir défendre ton propre mari. Qu'est-ce que je fasse? Dis-le-moi. Qu'est-ce que je fasse? Non, c'est trop tard. Et là, dis-le-moi, je le ferai. Tu veux que j'aille me pendre? Si tu te pendais, la corde serait sans doute trop fine. Mais chaque jour, je porterai autant de douleur que j'en aurai la force. Je te réparerai. Quand je pense à l'enfer que c'était de te réveiller le matin pour que tu ailles à l'école, tu étais obligé de monter 3-4 fois pour te dire maintenant, tu t'assieds, tu poses tes 2 pieds par terre pour me montrer que tu es bien réveillé. Et ensuite, je descendais, je préparais tes œufs durs, ton café, et tu descendais pas pour autant. Non, monsieur préférait rester assis à dormir. Tu étais obligé de te secouer, de vérifier que tu te lavais, que tu te brossais bien les dents. Ensuite, tu descendais prendre ton café, tes œufs durs, et les 2 cigarettes que j'avais posées auprès de ton assiette. Hein? Tu disais salut, et tu te faufilais derrière la maison pour aller te cacher dans les toilettes des hommes, jusqu'à ce que je sois monté me recoucher. Ensuite, tu allais, je ne sais où. Tu faisais semblant de rentrer par le train de 5h15. Aucun crétin ne soupçonnait ce que tu faisais, jusqu'à ce que ton professeur nous appelle pour nous demander quel genre de problème tu pouvais bien avoir aux dents, vu que tu étais toujours fourré chez le dentiste. Et aujourd'hui, tu es devenu cinglé. Et tu dors avec un pistolet sous ton oreiller. T'as pas honte? Quel pistolet? Celui de mon père. Faut en faire plus. Je peux pas. Ouais. Regardez. Regardez mes chaussures. Regardez avec quoi je marche. Pourquoi est-ce que tu me tournes le dos quand je te parle? Je vois à travers toi. Tu vois à travers moi. Ah oui. Comment c'est possible? Tu peux pas voir à travers moi quand tu me tournes le dos? Non. Tu vois, c'est impossible. Tu crois vraiment que tu peux voir à travers les choses? Toi qui vois à peine? Tu ne sais que gueuler et te battre. Tu n'as aucun lichen. Aucune classe, aucune éducation, rien. C'est pitoyable d'entendre les puces tousser. Lichen, c'est ce que tu as au coin de la bouche? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, tu n'as rien appris. À qui la faute? À moi, ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre. On a beau retourner la situation dans tous les sens, je suis un salaud. Lui, au moins, il est venu me voir quand j'étais à l'hôpital. Pas toi, ni John. Quel homme laisse la femme qu'il aime mourir seule dans le noir? Quoi? Toi? N'essaye pas, tu n'allais pas du tout mourir. J'avais parlé avec ton médecin. Et puis, je ne pouvais pas m'absenter. Que fait-on alors? C'est hop, voilà. Donc il y avait Jean-Pierre Daroussin que vous pourrez voir au mois de mai, qui viendra lire des textes de Noren, Christiane Millet, Nicolas Pierson, Alban Guyon et Delphine Chuyot. On va voir. Alors là, c'était vraiment sur les extraits. C'est dur d'arriver à montrer justement l'humour. Il fallait un temps long, une écriture justement sur les névroses familiales. Jean-Louis, tu pourras en parler après. On va enchaîner avec Lincoln pour voir les différentes formes d'écriture. Il y a tellement de gens qui sont morts au Rwanda. Pourquoi je ne pourrais pas mourir? Oui, qui sait? Je veux dire, je n'essaye pas de faire un régime ou d'être mince pour être belle, mais parce que je veux mourir. Oui, le plus facilement possible, quoi. Je n'ai pas eu mes règles depuis 1 an et demi. Alors ça, au moins, c'est quelque chose qui m'a... Martin et moi, mais se promènent ensemble parce qu'ils vont baiser! Ils vont baiser! Ils vont baiser! Ils vont faire une sexthérapie! Oui! Non!
Ben, je sais pas quoi dire. Tu peux me mettre à 4 pattes vers la mec, tu veux me baiser? Tu veux me baiser le trou du cul? J'ai un trou du cul super grand. Et tu veux baiser ma sœur? Tu veux baiser ma sœur? Il m'a raconté qu'il se faisait arriver chez plein de gens. Et il m'a dit que dans presque chaque maison où il est, ils avaient une photo de Hitler ou de Mussolini sur le mur. Tu veux baiser ma Pas sœur? des personnes, hein, des carabiniers, des professeurs et des gens normaux, hein. Des vendeurs, des serveurs, des... Mon Dieu, Hitler! C'est quoi ce monde dans lequel on vit? C'était surtout des gens plus âgés qui l'avaient, mais les jeunes n'y croyaient pas. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait alors? Parce qu'il est toujours ce qu'il pense. Il m'a dit, maman là, j'étais vraiment content de pas maîtriser la langue. Mon Dieu! Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit là? Je suis un trou du cul, je suis un bon trou du cul. Mais merde, alors qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? T'es folle? T'es folle dans ta tête ou quoi? Mohamed est un trou du cul. Quoi, ce n'est que de la viande. T'es folle? On dit pas ça à quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique. Mais merde! On n'a pas le droit de faire ça! Ce n'est que de la viande, ça sent un peu... Ouais, arrête ça, Eh, t'es mariée? je te préviens. La voilà! Salut Marie! Viens fumer une cigarette! Allez. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler. Alors, je sais que Magnus disait que pour l'écriture théâtrale de Noren, c'est les metteurs en scène et les comédiens qui en parlent très bien. Beaucoup plus, pour savoir comment s'en emparer. C'est vrai que ce sont des vraies partitions pour les comédiens. Toi, Julie, tu es comédienne aussi. Peut-être pour voir comment on fait. Et puis vous, en tant que metteur en scène, justement, cette écriture-là, comment on s'en empare? Jag tänker på att Lars Noréns dramatik utvecklades redan från 1960-talet och att det alltid har funnits både det drömska, hallucinatoriska och det naket realistiska. Il me semble qu'en fait le théâtre de Noren il s'est développé dès les années 60 avec des touches oniriques, d'hallucination. Och då har alltid hans förhållande till språket och den mänskliga kroppen har alltid utgått från det gestiska. Människans gest. Språket är gestiskt. Kroppen är språklig med gester. Et c'est en relation, le langage, la langue est toujours liée au corps. Il y a pas de... Le corps est un organe linguistique, d'une certaine manière. Och det gör att han kan skriva en pjäs med 10 000 ord, men kan också skriva en pjäs utan något ord. Och det är lika fullt gestiskt på samma vis. C'est cette importance des gestes, de la gestuelle qui fait qu'il peut écrire autant une pièce avec 10 000 mots ou une pièce sans aucune réplique et ce sera toujours aussi intéressant. Och det är en erfarenhet för lemetören sen, tror jag. För regissörerna. Det är en erfarenhet. Et c'est quelque chose que... Enfin, c'est une expérience que font les comédiens, une expérience qui s'apprécie. Ja, och jag tror precis det. Jag tror att man går vilse om man splittar på det existentiella och det realistiska och det drömska och det konkreta. Därför att vi lever ju i en konkret verklighet, men vi lever precis lika mycket i den andra verkligheten. Och det är därför han har blivit så stor. För att han lyckas fånga där det möts. Oui, précisément. En fait, je pense qu'on se perd si on se met à distinguer l'existentiel du pragmatique ou le concret du rêve. En fait, on vit dans une réalité concrète tout autant que dans cette autre réalité. Et c'est en ça que Lars Noren est si grand. Och det är också den erfarenheten, det är det när man arbetar med det konkret i en gestaltningsprocess, så är det precis det som är fantastiskt, underbart, nyckeln, eller vad man ska säga, som det där att hur ska man säga,
ta orden för de ord de är, det konkreta ordet. Men orden är ju bara en symbol för allt det andra. Och att inte spela drömmen, utan att låta drömmen klinga bakom orden. Bla bla bla. Förstår du med andemeningen i vad jag säger, så kan du översätta med den. Oui, enfin, son expérience aussi, c'est l'expérience qu'on a de travailler avec la matière concrète quand on met en scène. C'est ça qui est absolument formidable, c'est ce qui est fantastique, c'est peut-être la clé. La clé, c'est de prendre les mots pour ce qu'ils sont, et les mots sont avant tout des mots, même si ils sont évidemment un symbole pour autre chose. Nej. Om man tar orden för vad de är, så kommer ju, orden är ju en symbol för drömmen och det som ligger bakom. Men försöker man spela eller iscensätta det existentiella, så tror jag att sufflén faller ihop. It's a Swedish expression. Bygget, alltså sufflé. Oui, donc comme je disais, on peut prendre les mots pour ce qu'ils sont, des mots, mais ils sont évidemment, les mots c'est aussi le symbole pour autre chose, pour le rêve, pour ce qui se trouve derrière, et d'essayer de mettre en scène, d'essayer de mettre en scène, d'essayer de jouer ça, c'est ce qui fait retomber le soufflet. Jag har en fråga till Julie och Jean-Louis. J'ai une question pour Julie et Jean-Louis. Jag minns när vi sitter här och talar om dramatiken att jag fäster mig vid en diktrad hos Rainer Maria Rilke som han citerade. Il y a ce vers de Rilke que j'ai à l'esprit. Det är från en dikt som heter Arkaisk Apollo Torso. Qui vient de ce poème Torse d'Apollon archaïque. Och den slutar med raden Du måste förändra ditt liv. Et le poème se termine avec ce vers Tu dois changer ta vie. Och för mig så har det där alltid funnits som en riktning, en uppmaning från Lars Norén till läsarna och publiken. Et selon moi, c'est une direction que Lars Norén donne au lecteur, mais même un défi. Julie och Jean-Louis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. De toute façon, c'est probablement ce qu'on attend de l'art en général, non? De produire un espace de questions et un espace de doute. Mais peut-être, je sais pas, il me revient une anecdote, mais vous en avez 36 000 avec Lars, mais je pense qu'elle est intéressante par rapport à son théâtre, c'est-à-dire que c'est véritablement un auteur qui s'intéresse à l'altérité. Et c'est peut-être pour ça qu'il passe de la poésie, ce que vous disiez au début, de la poésie au théâtre, pour se donner sa parole à l'autre. Il me souvient d'une fois où je déambulais avec lui devant le Chaudra Théâtre, et il y avait une statue de Strindberg. Et pour m'amuser, je lui dis, tu vois, Lars, bientôt tu seras en face de Strindberg. Et il me dit, j'espère jamais, cet homme-là n'a jamais eu d'autre souci que lui-même. Et pour moi, c'est pas simplement une anecdote, c'est dire que au bout du compte, c'est la quête de tout acte théâtral, d'essayer de creuser cette altérité. Mais après, l'effet de la représentation sur le public, c'est pas notre affaire. Et je pense que si on posait la question à Lars, qu'est-ce que tu as voulu raconter? Il me dit, ben, débrouille-toi, t'as qu'à le mettre en scène. Moi, j'ai écrit. J'ai pas répondu entièrement à la question. C'est difficile d'y répondre, mais ce que j'entends là-dedans, ça me fait penser quand même un peu, en tout cas pour Kliniken, au travail aussi avec les acteurs, parce que ce que proposait la pièce aussi, c'était le danger, enfin en tout cas pour moi, c'était que puis les acteurs ils veulent jouer, quoi, ils veulent ressentir qu'ils jouent et tout ça.
Donc ils veulent un peu jouer les fous. Enfin, c'est vraiment le danger avec Kliniken. Ah, ils sont fous, et puis nous, on n'est pas fous, et puis on va jouer des fous. On sent bien que Noren, il fait exploser toutes ces frontières-là, et que c'est ça qui va être intéressant. Et d'ailleurs, peut-être l'humour tient à ça aussi, c'est que toute cette tendresse qu'il y a, c'est parce qu'en fait, on est inclus dedans. En fait, il n'y a pas de jugement jamais. Donc en fait, c'est comme s'il ouvrait un espace qui nous inclut humainement là-dedans, comme s'il nous montrait tout ce que l'humain est capable de produire, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc ça demande un certain sérieux aussi. Enfin, ça demande beaucoup de fantaisie et d'humour, mais aussi une forme de sérieux. J'entends cette phrase changer la vie. Enfin, comme tu dis, l'art, il faut que ça soit à cet endroit-là, ou sinon ça ne l'est pas. Et donc ça veut dire il fallait aussi, ça demandait aussi, en tout cas dans le travail avec les acteurs, tu demandais comment on approchait cette écriture. On l'a approché, on n'a pas commencé par le texte, par exemple, on essayait vraiment de comprendre intimement, enfin de rencontrer, que chaque acteur rencontre son rôle intimement et d'essayer de comprendre comment cette personne, qu'est-ce que c'est cette manière d'être là, c'est quoi ce rapport au monde, comment la personne pense les choses à court terme, à long terme, c'est quoi les états de pensée qui traversent un corps. Et donc voilà, ça demande de se mettre à égalité, à niveau, humainement, je sais pas comment dire. Et donc ça me fait penser à cette phrase-là, c'est comme une invitation à aussi, je sais pas, descendre en soi aussi avec le sujet. Voilà. Moi, j'aimerais poser une question à Sophia et Marcus, justement, puisque on est sur ce jeu de questions. Bon, moi, j'ai vu Lars procéder à des distributions quand il travaillait avec Amélie sur les spectacles qu'il a fait à Nanterre. Et j'étais frappé. Je voudrais savoir comment vous avez senti, parce que comment on approche son texte, je pense qu'il y a une grande part quand même, sauf si c'est une pièce ABCD, machin, non. Mais dans la recherche des corps, elle se fait déjà pour le metteur en scène dans la recherche des corps des acteurs. Et j'avais l'impression qu'il y avait une ambivalence chez Lars quand il distribuait, c'est-à-dire qu'autant en répétition, il disait tout le temps aux acteurs « just the words », alors que quand il rencontrait les acteurs qu'il n'avait pas vu jouer, qu'on lui présentait, on lui faisait une liste avec Amélie de 3-4 acteurs par rôle, il allait les questionner sur un domaine tout à fait intime. Donc je dis, et là il y a une espèce de contradiction comme ça, et je voulais savoir comment il procédait quand vous travailliez avec lui en Suède, si c'était la même méthode ou voilà. Jag vet inte hur han, vet du det, hur han själv rollbesatte i Sverige? Jag tror, detta vet jag inte, att han känner till de svenska skådespelarna så väl och har en väldigt tydlig bild av vilka de är. Och eftersom han... Ja. Ouais. Est-ce que tu le sais, toi, Amélie? Moi, est-ce que tu sais comment est-ce qu'il distribuait en Suède? C'est quelque chose dont je suis pas sûre, je crois, qu'il connaît si bien les acteurs en Suède. Och att han väljer väldigt mycket vem han tror ska vara, eller? Alors, ce qui est sûr en qu'il est vraiment en mesure de les choisir, puisqu'il les connaît si bien. Oui, alors je sais pas en Suède, puisque moi j'ai travaillé avec lui en France. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en France, il rencontrait des personnes, et à partir des personnes, il voulait créer une famille, par exemple. Quand il décide de Montégar, il voulait composer ou Poussière, une fresque, une famille, donc il choisissait les personnes, et puis après, le texte, ça fonctionne. Peu importe, donc c'est vrai qu'il choisissait les intimes, il posait des questions. Je me souviens d'une des comédiennes, « Ah, t'es roumaine, est-ce que t'as connu la dictature, Ceausescu, tu t'es battue ?» Il n'y avait aucun rapport avec, mais après, il composait avec ça, tout en disant que les mots, que mon propre texte, mais il y avait rencontre entre la personne qu'il avait choisie et le fait qu'il lui fasse dire ses propres mots alors que la personne ne devait pas jouer ses mots. Je ne sais pas si je suis claire. Detta skulle Ulrika svara på, som inte är här, för det vet ju hon mer. Et moi, je me dis qu'en Suède, il faisait un peu la même chose quand moi j'ai vu Froid, quand il décide de prendre Tito, qui était un chanteur de rap de 20 ans, qui avait jamais fait de théâtre, pour qu'il joue un des personnages de Froid, où ce sont des jeunes néo-nazis. Il a pris Tito, et après, ça a fait son personnage. Il s'est d'abord inspiré de la personne. Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase que répétait Lars.
et qui disait, je pense qu'il est très juste que ce soit quand il rencontrait Sophia et qu'il la prend pour Godborg, quand il rencontrait un comédien, quand il rencontrait Jean-Louis ou n'importe qui, il disait, moi, en fait, quand je rencontre quelqu'un, ce que ce quelqu'un me montre, ça m'intéresse pas. Et en fait, ce que cette personne me cache, ça m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ne connaît pas encore de lui-même. Et je pense qu'avec les comédiens, c'était ça aussi. Ils voulaient surtout pas qu'ils fassent ce qu'ils ont l'habitude de faire sur scène. Et donc, qu'ils aillent à l'intérieur, à un autre endroit. C'est pour ça que tout comédien en France, en tout cas, qui a travaillé avec Noren, il dit, voilà, ça m'a déplacé à un endroit qui était une expérience particulière. Je pense à Didier Sandre, qui a bossé avec Streller, qui a bossé avec Chéreau. Il disait, ce que moi j'ai vécu avec Noren, je l'ai vécu avec aucun autre. Voilà, peut-être parce que c'était quelque chose de l'ordre de la personne ou de l'acteur aussi. Oui, et puis de la personne, mais on avait cette sensation, enfin, je sais pas, moi j'ai eu l'impression la première fois que je l'ai rencontré d'être passé au scanner, quoi. Donc Ah oui, ça, voilà, c'était. Donc j'imagine que pour des acteurs, sans même qu'il y ait les mots, voilà, sans même qu'il y ait les mots, ça oblige l'acteur à ne pas tricher, quoi. Et alors peut-être parce que nous, voilà, nous partageons notre Noren, chacun. Est-ce que vous avez des questions aussi? Parce que nous, on a plein de questions à se poser, mais je pense que les votes sont passionnantes aussi. Je ne sais pas si Marion, tu veux un micro ou profiter. Moi, je vais commencer alors. Donc, Julie, c'est la première fois que vous mettiez en scène Noren, vous l'avez jamais montée. Est-ce que ça vous a donné envie de remettre en scène une pièce de Noren? Oui, bien sûr, et surtout, je ne suis pas une spécialiste donc, de Noren. Vous savez, quand on se dit, je vais monter un auteur, on se dit, je vais tout lire, j'aurais lu tous les journaux. Puis en fait, au final, c'est pas vrai. On monte la pièce, on n'a pas tout lu. Donc en fait, j'ai très envie surtout de découvrir ça. Voilà, de continuer de découvrir son œuvre, et oui, bien sûr, parce que je vois qu'elle est aussi très différente, donc c'est quand même des points de rencontre. En tout cas, pour moi, quand je me lance dans une pièce, il faut beaucoup d'éléments pour qu'il y ait une sorte d'évidence. Voilà, chaque pièce pose plus ou moins des problèmes et des questions et des pièges, donc j'ai très envie d'en lire d'autres, et oui, bien sûr, parce que c'est une écriture à l'intérieur de laquelle je me sens bien. La question se pose peut-être à Amélie, mais aussi je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur la traduction de Noren dans la pièce. Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à son langage, sa langue, pour la traduction? Johan est là, hein, je travaille. Alors moi, ce que j'aime bien faire en traduction, c'est que je pense que c'est toujours super de le faire à quatre mains. Parce que les nuances, moi j'ai travaillé 20 ans avec Noren, donc son écriture, sa façon d'être, je l'entends. Les nuances suédoises, Johan les a, pas moi. Moi je les ai en français, mais pas en suédois. Ce qu'il y a de très compliqué, quand on traduit, on sacrifie toujours des choses. Il y a des choix. Moi j'aime bien me mettre derrière de rendre honneur à la langue du poète. Donc s'il a mis ce mot, je remets ce mot. Je ne suis pas en train de créer une écriture, moi en tout cas quand je traduis. Ce qu'il y a de compliqué, c'est l'humour. Ce qu'il y a de compliqué, c'est la différence en général entre le suédois et le français. Je me souviens de Noren en répétition, puisqu'on avait les manuscrits bilingues. Il me dit, pourquoi il y a tous ces mots en français? Parce qu'en suédois, vous pouvez coller deux mots et il y a une notion sur aussi, là on l'a vu un peu, on a tous les noms possibles aussi de traduction, de nuances, d'insultes, de mots grossiers ou pas. En tout cas, comment on se balade dans cette écriture-là selon les personnages. Il y a des problèmes de traduction de base qui est le tutoiement, le vouvoiement aussi. Hein. Dans Solitaire, on se les posait, puisque ces gens-là ne se connaissent pas. Si on les avait fait se tutoyer immédiatement, il y a une proximité. Le public français ne peut pas se dire ils se sont jamais vus. Donc on avait opté pour le vouvoiement, justement. Sauf quand à un moment, si on choisit de les faire se tutoyer, quand d'un coup, voilà, il y a une agression, même dans cette antichambre de la mort, une agression sexuelle. Voilà, quand il lui demande d'écarter les jambes, etc., on se dit, si on continue le vouvoiement, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, je pense que la langue, de toute façon, est la plus forte dans la langue d'origine.
Après, voilà, quels sont les choix qu'on fait, l'humour aussi. Comment, il y a des fois on y gagne, des fois on y perd. Le jeu de sonorité aussi dans l'écriture de Lars, qui est très important et qu'on perd aussi en français parfois. Et de plus en plus dans son écriture, il allait vers l'essentiel, même en suédois. Comment justement ces mots, au début, ces premières pièces, on voit le poète qui est très présent. On voit les grandes envolées, Jean-Louis, tu les as eues dans les monologues, de l'alcoolique, voilà, la poésie est encore présente, donc à traduire aussi, c'est une autre langue. Et à la fin, justement, ces nuances aussi, alors j'imagine sans doute que beaucoup de personnes parlent suédois dans la salle, les nus, les vels, est-ce qu'on est obligé, c'est dans le jeu de l'acteur normalement, qu'on donne la nuance, mais c'est dans le mot aussi, le texte est publié, comment on s'en empare. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Och att han inte på slutet använder skiljetecken heller. Måste ju göra det svårare att veta hur man ska översätta. Et qu'à la fin, il n'utilisait d'ailleurs plus de ponctuation. Oui. Ça rend la chose encore plus difficile. Et donc là, on peut s'approcher du suédois, c'est-à-dire il ne mettait plus dans solitaire les points d'interrogation, par exemple. Sauf qu'en suédois, quand le verbe et le sujet sont inversés, on sait que c'est une question. Donc nous, est-ce qu'on met des SEQ? Est-ce qu'on inverse aussi? Comme ça, on montre que c'est une question, mais il n'y a plus le point d'interrogation. On s'est posé cette question-là pour les surtitrages à Avignon. Moi, j'ai eu tous les gens d'Avignon qui disaient « Ah mais non, il faut mettre un point d'interrogation ». On fait « Ben non ». Donc voilà, après on discute avec la maison d'édition aussi. Déjà, avec Johan, on n'est pas d'accord sur les virgules. Où lui, avant de mettre un putain en fin de phrase, il mettrait bien une virgule. Moi, j'ai dit, Nora, il n'y a pas mis de virgule, donc pourquoi on interprète? C'est toute la liberté du metteur en scène, du comédien aussi. Noren aussi, quand je vous dis, il montait un cran au-dessus, c'est-à-dire il ne fait pas de faute de grammaire. Ou alors, s'il y a une faute, je me dis, est-ce qu'il aurait pu le dire autrement en suédois ou pas? C'est les longues discussions qu'on a avec Johan, parce que s'il a choisi de le mettre comme ça, on le garde comme ça. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, les négations. Est-ce que le comédien, nous on écrit, on ne peut pas faire ça, Noren l'écrit sans faute de grammaire, après que le comédien dise on peut pas faire ça, pas de problème. C'est quand on s'en empare sur le plateau. Oui, donc, et c'est pour ça que les premières traductions, si je peux me permettre, j'espère qu'il n'y a pas de traducteurs qui ont traduit les premières pièces, les premières traductions des pièces de Noren, elles sont... tout à coup, pour moi c'est trop enflé par rapport au travail qu'on a pu faire. Oui, mais vous avez entendu. Et après, alors là c'est intéressant qu'on soit avec Jean-Louis parce qu'on a travaillé, Jean-Louis a monté Maison de Poupée d'Ibsen et on est revenu à la langue aussi parce que la traduction qui existait, qui était au départ, était très écrite en langage 19e en français. Et moi quand j'avais lu, c'est comme Noren, Ibsen, la forme ne se sentait pas, c'était du langage de tous les jours, ce qui était important c'était le fond. Donc si on le traduit aujourd'hui comme on parlait au 19e siècle, nous on n'entend que ça. On était revenu justement, et quand j'avais posé la question à Vibeke, qui connaissait, je lui avais dit, est-ce que tu peux nous faire envoyer le texte, le vrai texte d'origine d'Ibsen, le texte, l'original. Et elle me dit, tu veux lequel? J'ai dit, pourquoi? Parce que le texte officiel original, c'est en nouveau norvégien, c'est pas celui qu'il avait écrit. Donc, on était sur toutes les versions, toutes les langues, on se fait. Donc, voilà, on peut y aller, il n'y a pas, ce qu'a écrit Ibsen n'est pas le texte officiel, en fait. En norvégien. Donc voilà, on est entre tout. Et nous, c'est vrai qu'en France, on respecte la langue. On voit avec les ayants droit de Beckett ou de Coltès. On fait plus que respecter la langue, on la surestime. Et c'est un vrai problème pour toutes les traductions, de revenir à la littéralité, au concret, à la simplicité, à la brutalité de la langue même. Et ce qui était génial avec Noren, parce que quand on travaille avec l'auteur, hein, c'est beaucoup plus pratique aussi pour le comédien quand il hésite, c'est que quand le comédien lui disait « Non mais là, tu vois ce mot-là, Noren de suite, il disait « Comment tu le dirais toi ?» Ben moi je dirais comme ça. Ben tu le dis comme ça. Quand Jean-Louis monte Kliniken, tu lui avais dit, moi je me souviens, j'ai assisté à l'échange, tu avais dit « La fin là, voilà, ça n'en finit pas. Moi j'arrêterai là. » Ben, Noren lui dit « Bah arrête là. Il n'y a pas de problème, on n'est plus sur une version allemande. Quand Ostermayer monte Maison de Poupée, à la fin elle revient, Nora au bazooka, elle dégomme tout le monde. Alors que nous en France, on a plutôt tendance à bien respecter... ce qu'a écrit l'auteur, qui n'est plus là depuis longtemps, mais parfois. Et ça, c'est l'avantage du fait qu'il ait fait aussi lui-même de la mise en scène. C'est une très belle mise en scène qu'il avait faite, une adaptation d'Hamlet, que moi je trouvais absolument superbe. On a essayé de remonter en français ici, on n'y est pas arrivé, on n'a pas trouvé la production. Et en fait, ce spectacle faisait 2 heures, 2 heures et quart. Donc lui-même, comme il m'avait dit, puisque moi je me permets de couper Shakespeare
et d'en enlever la moitié, tu peux, par rapport à ce que j'ai écrit, en enlever tout autant. C'est un écrivain et c'est en même temps véritablement un homme de théâtre. Samtidigt som jag vill, alltså jag håller med, men jag vill också mena att Lars eller så här, mycket av det som är gör att han är unik är att han skriver karaktären i repliken. Därför blir ju orden väldigt viktiga. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ce que je voudrais dire, c'est que une des raisons pour lesquelles les mots sont si importants dans l'écriture de Noren, c'est que il écrit ses personnages, enfin il crée ses personnages dans le texte, ces personnages dans les répliques. Et d'ailleurs, juste pardon, pour finir sur ça, sur Poussière, moi je me souviens de Didier Sand, puisqu'on en a parlé, qui était plus en train de défendre le Noren auteur face à Noren qui était là en tant que metteur en scène, même par rapport à son écriture. Ce qui était le plus important, il avait ses personnages en vrai, il continuait d'écrire. C'est là, en fait, où ça continuait d'exister. Et Didier Sand lui disait, non mais regarde, là t'as écrit que... Il fait, je m'en fous. Enfin, pardon, je parle mal, mais il disait, non, qu'est-ce qui existe là? Qu'est-ce qui est? Le personnage est là, donc on le fait aller plus loin. Men aldrig när han skrev bara. Då återvände han ju aldrig till texten igen och skrev om. Utan, ja. Mais jamais quand il écrivait, il n'est jamais revenu au texte, il n'a jamais réécrit son texte. Jag har vid många tillfällen försökt säga, jag behöver ta bort det här, kan du skriva ihop det här? Eller kan du ge mig en... Och han vill aldrig återvända och han vill aldrig gå tillbaka in i den världen. Il y a eu énormément d'occasions où moi-même je lui ai demandé de faire des modifications, mais est-ce qu'on peut enlever ça, est-ce qu'on peut ajouter ça, est-ce qu'on peut changer? Il n'a jamais voulu faire marche arrière. Så det är stora skillnader när han själv regisserar eller när han själv är närvarande eller när han lämnar ifrån sig en pjäs. C'est en ça qu'il y a une grande différence entre les fois où il met en scène lui-même et les fois où il est obligé d'avoir une distance par rapport au texte et où il... Ja, bara en kort reflektion. Jag får ofta frågan nu för tiden vad är skillnaden att jobba med en text från Lars Norén när han är död än när han levde. Juste une dernière petite réflexion, j'ai souvent la question ces temps-ci, quelle est la différence entre monter un texte de Lars Norén maintenant qu'il est mort par rapport à l'époque où il était vivant? Eftersom vi hade en väldigt nära relation när han levde. Men rent professionellt så är det absolut ingen skillnad. För han ville aldrig delta i det konkreta arbetet med en text eller en föreställning. Puisqu'il se trouve qu'on était effectivement assez proches, mais professionnellement, la vérité c'est qu'il n'y a aucune différence parce qu'il a toujours été distant. Han ville alltid vara delaktig i hur går det på teatern, vilka skådespelare, hur fungerar det, hur är det med repetitionerna, hur mår din familj, men aldrig med själva texten. Et il avait toujours envie de participer à la mise en scène, à la manière de travailler avec les acteurs, de les faire évoluer sur scène, mais jamais avec le texte. Et il a eu cette période qui a fini par lui bloquer son écriture. Ce qu'il disait, c'est qu'au bout d'un moment, quand il écrivait un texte et qu'il savait qu'il allait le mettre en scène, il y avait des parties qu'il n'écrivait plus. Ça perturbait son écriture, c'est-à-dire, il disait, si j'écris tout, je vais m'ennuyer en répétition après. Donc il laissait des espaces, des problèmes qu'il ne résolvait pas en disant, je verrai ça en répétition. Et à un moment, il a tout arrêté parce qu'il a dit, il faut que je revienne à l'écriture et que je ne pense plus à la scène. Donc il y a ça aussi, c'était la différence entre quand il mettait en scène ses propres textes où il continuait de les écrire et quand c'était quelqu'un d'autre, lui il avait écrit son texte, après c'était ton problème. Exact. Pardon, il y avait quelqu'un qui avait une question. Oui, bonsoir, j'avais une double question, il y a un lien entre les deux. Vous avez fait une référence à la dimension scandaleuse qu'il y a eu en tout cas sur une pièce en 1973. J'aurais aimé savoir si c'était une volonté vraiment consciente de la part de Lars Norén de choquer sur une thématique en 73 qui n'était pas si évidente, en tout cas l'agression sexuelle à montrer de manière dramaturgique.
Donc, est-ce qu'il y avait cette conscience-là qu'il allait choquer? Est-ce qu'il y avait une volonté de choquer le bourgeois ou de choquer un public qui n'était pas prêt, comme l'a dit Magnus tout à l'heure, si je ne me trompe pas, avec le paradoxe de la première période du théâtre bourgeois que la jeune génération visiblement était exaspérée justement par ces conventions. Donc voilà, j'aimerais avoir un éclairage sur ce paradoxe-là. Et puis en lien avec cette question, par rapport à la réception du public en Suède et en France. On sait que certains auteurs, lorsqu'ils sont créés chez eux ou joués chez eux, peuvent susciter une réaction qui peut être très différente d'un autre pays où ils sont plutôt bien accueillis, comme la France. Et est-ce que les spécialistes, que vous êtes quasiment tous de Lars Loreen, ont ressenti une différence de réaction et de réception, pour prendre un terme qui a été beaucoup travaillé par des universitaires sur la réception du spectateur? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale de réception entre le public suédois et le public français? Je pense que oui. Moi, je peux pas parler sur la Suède, mais je pense qu'on est toujours un peu mieux accueillis. Là, je pourrais citer quelque chose complètement parallèle. C'est Luc Perceval qui disait « Moi, quand j'adapte Andromaque et que je le monte au Festival d'Avignon, je me fais démonter. Je le présente au Festival d'Édimbourg, on trouve ça génial. Quand j'adapte Shakespeare, je le présente à Avignon, on trouve ça super. Je le présente à Édimbourg, je me fais descendre. » Donc, comment un propre auteur, je sais que Noreen était attendu, pas attendu, il y a ceux qui l'aimaient, il y a son journal qui est sorti en parallèle. Je pense que la réception en Suède est peut-être bien différente que celle en France où, pour le coup, je pense qu'on l'aime beaucoup. Je sais pas comment vous avez senti. Oui, je crois que je parle pas des premières pièces, mais moi j'étais content qu'ici on parle de l'humour, parce que c'est vrai que souvent ce qui est accolé à Lars Noreen, c'est sérieux, c'est grave, c'est alors que il faut aller voir dessous. Maintenant, moi sur les 7 spectacles, entre les 4 que j'ai mis en scène et les 3 que Lars a mis en scène quand j'étais à Nanterre, il y en a qui ont eu des accueils critiques très très forts et un accueil public où on n'avait personne dans la salle. Ça a été le cas d'une pièce qui est remontée en ce moment, qui s'appelle Guerre. Et Guerre, il y a une presse tout à fait unanime, tous les grands journaux. Par contre, on a fait, des 12 ans que j'ai passé à Nanterre, c'est le spectacle où on a fait les recettes les plus basses. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui venaient... Ah mais oui, non, mais ça c'est sûr. N'empêche, est-ce que c'était le titre, est-ce que c'était machin, donc c'est compliqué. Et c'était la première fois qu'il venait en auteur. Non, il avait présenté La Mouette déjà, qui avait, pour le coup, c'était La Mouette, donc ça avait très bien fonctionné. Non, aujourd'hui, je crois que... Mais encore, là, j'ai lu des articles sur la pièce Guerre qui vient de sortir. Les critiques sont très bonnes, mais c'est toujours... Alors, la pièce est assez dure en même temps. Mais c'est vrai que l'image qu'il a... Mais on a la même chose on avait la même chose sur un autre écrivain, sur Heiner Müller, dont je parlais. Heiner Müller, il a la réputation d'être un écrivain grave, sérieux, alors que lui, quand... rencontré, il disait mais moi j'ai écrit des feuilletons télé imbéciles de RDA quoi. Donc cherche l'humour dans mon travail. Je pense que ça c'est une piste. Oui, enfin c'est pour aller dans ton sens puisque comme j'ai monté Kliniken donc en 2021, j'ai beaucoup parlé du projet aux directeurs et directrices de théâtre, aux journalistes, etc. Et c'était tout le temps qu'il fallait défaire. C'était pénible un peu et c'était une production difficile à monter, je pense aussi pour ces raisons, parce qu'il y avait une vision, oh là là, l'hôpital psychiatrique, mais alors pourquoi vous vous intéressez à un auteur aussi sombre, aussi noir? Et il fallait tout le temps dire que c'était drôle. Et d'ailleurs il y a une expression en Suède, vous pouvez en parler, quand on dit j'ai passé une soirée Noreen, c'est pas un truc super marrant. Même Noreen était surpris, il avait vu. Vad säger man? Alltså Norén jul är också en Noël Norén. It's an expression. Men det var en fråga om han var ute efter att chockera med förstusläckaren. Ja, en fråga om han vill chockera med. On revient à la question, je voulais revenir à la question sur le lécheur de prince et qu'est-ce qui est... Enfin,
de quoi était fait le scandale à l'époque. Jag tror att snarare att han blev chockad över effekten. Je crois plutôt que c'est Lars Noren qui a été choqué par l'effet de sa pièce. För han hade ju skrivit denna värld av skönhet och våld i sina romaner och i sin poesi. Parce qu'il avait décrit ces mondes de beauté et de violence dans sa poésie et dans ses romans. Och nu hamnade hans starka värld i den egendomliga offentlighet som är teatern. Et maintenant, et à l'époque, donc dans les années 70, cet univers donc matiné de beauté, matinée de violence s'est retrouvé au théâtre. Sen detta med reception, det är ju slående att Lars Noréns dramatik inte har haft någon särskild framgång i den engelska teatern. Ce qui est étonnant, c'est que l'écriture dramatique, l'œuvre dramatique de Lars Noren a eu presque, sa réception dans le monde anglophone est presque inexistante. Och jag tror att både svenska skådespelare numera och franska skådespelare har ett annat förhållande till vad en roll är, vad en teaterkropp är, medan de engelska skådespelarna har andra traditioner och förhållningssätt. Et je crois qu'il s'agit là d'une différence en fait de méthode entre les acteurs, les comédiens français et suédois qui ont une relation au corps très différente à celle que peuvent avoir les comédiens anglophones. Jag har haft fördelen att göra en föreställning i New York och sen haft en masterclass i Moskva med samma text. Moi, j'ai l'avantage d'avoir pu monter une pièce à New York et d'avoir ensuite organisé une masterclass sur la même pièce à Moscou. Och det var också den här då som jag gjorde i Stockholm. Så jag har gjort den i Sverige också. Et je l'ai également montée à Stockholm. Och det slående med det är att just skådespelarnas sätt att behandla texten är ju väsensskilt. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que vraiment la manière dont les acteurs ont d'incarner le texte est complètement différente. Men när man så att säga bara orden, just the words, just the words, just the words. When you do the just the words treatment to everybody. Sa manière qu'il avait de toujours répéter seulement les mots, cette façon de traiter les acteurs qu'il avait. Och då hade den en enorm framgång i New York också. Alltså i den lilla värld som är experimentell teater i New York. Den är ju i sig extremt liten. Et en fait, il a eu un énorme succès à New York, dans le monde très, très réduit qui est le monde du théâtre expérimental. Så jag tror att det är en förståelse i hur man spelar en sån typ av text som har hindrat hans framgång i den anglosaxiska världen. Donc je crois vraiment que c'est la compréhension qu'ont les acteurs de la manière dont il faudrait jouer ce genre de texte qui a freiné ou empêché son succès dans le monde anglo-saxon. Voilà, je pense que déjà il est tard. On va peut-être arrêter là. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour cette rencontre. Merci à vous et bonne soirée. Et allez voir